Nous avons le regret de vous faire part du décès et des obsèques civiles de M. Gerlier Jean-Luc, viticulteur retraité domicilié à Les Plaines Pointe-Noire, décédé dans sa 61e année. Ces obsèques seront célébrées le lundi 7 juin à midi. Levée du corps à l'espace funéraire Arcade 17 rue Lardenois Saint-Ruby, où le corps sera présenté dimanche à partir de 18h. La crémation se fera le lundi à midi au crématorium DPF à Biras à Blanchette-Mornalo. C'est l'avis diffusé de la part de sa mère, Mme Maubry Marie-Louise, son épouse, Mme Gerlier, née Ousselin Alberte, ses enfants Stéphane et Dimitri, ses frères et sœurs Jean, Bernard, Guy et Claude, ses oncles et tantes, neveux et nièces, cousins, cousines, les familles Gerlier, Aubry, Ousselin et les autres parents. Les obsèques civiles de M. Gerlier et Jean-Luc seront célébrées le lundi 7 juin à midi. Nous avons le regret de vous faire part du décès de Mme Veuve Cambronne, née Barco Flora, cultivatrice retraitée, membre de l'équipe du Rosaire de Mornalo et membre de la Société Saint-Joseph, domiciliée à Chazot-Mornalo, décédée dans sa 95e année. Ses obsèques seront célébrées à une date ultérieure, levée du corps à son domicile. L'inhumation se fera au cimetière familial à la Chaux, Font-Bambou, aux Abîmes. C'est l'avis diffusé de la part de sa fille, Mme Sassile ou Sassilé, née Cambronne, Sergette, et son époux Justinien, ses 3 petits-enfants, ses 7 arrière-petits-enfants, ses sœurs Sérénice, Théodora, Hélène, dite Pouillon, son frère Hernandez à Lucien, ses neveux et nièces, les familles Barco, Céligny, Danglal, Cotellan, Négrite, Lanfort, Axibel et les autres parents. Les obsèques de Mme Veuve Cambronne, née Barco Flora, seront célébrées à une date ultérieure. Nous avons le regret de vous faire part du décès de M. Marcel Ginaud, ancien employé de Mataglo, domicilié à Fauvette-Port-Louis, décédé dans sa 59e année. Ces obsèques seront célébrées à une date ultérieure en l'église paroissiale Notre-Dame de la Visitation de Port-Louis, levée du corps à son domicile où le corps sera présenté ultérieurement. L'inhumation se fera au cimetière de Pointe-à-Pitre. Cet avis diffusé de la part de son épouse, Mme Saï Elianette, ses enfants Didier et Franck, son petit-fils Thomas, ses frères et sœurs Liliane, Mérita et Roland, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, cousins et cousines, les familles Marsol, Saï, Ramblin, Laram, Adolphe, Jolivière, Levallois, Billonnière, Atam, Cassicadou, Vieillot, Chevalme et les autres parents. Les obsèques de M. Marcel Ginaud seront célébrées à une date ultérieure en l'église paroissiale Notre-Dame de la Visitation de Port-Louis. Nous avons le regret de vous faire part du décès de Mme Nicolas Gratien, née Joab Félixienne, surnommée Vania, commerçante domiciliée à Marc-Gaillard-Sommet-Saline au Gosier, décédée dans sa 87e année en métropole. Ses obsèques seront célébrées à une date ultérieure en l'église paroissiale du Gosier. Le cortège se réunira près de la mairie, levée du corps à son domicile où le corps sera présenté ultérieurement. L'inhumation se fera au cimetière du Gosier. Cet avis est diffusé de la part de son époux, M. Nicolas Gratien, sa petite-fille, Mlle Joab Magui, ses 3 arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs Losette, Durand-Sina, Rosélène, Gabriel et Félix, ses neveux et nièces, cousins et cousines, ses beaux-frères, belles-sœurs, ses filleuls, les familles Joab, Nicolas, Alphonse, Assip, Assipé, Moïsa, Duhamel, Collet et les autres parents. Les obsèques de Mme Nicolas Gratien, née Joab Félixienne, surnommée Vania, seront célébrées à une date ultérieure en l'église paroissiale du Gosier. Nous avons le regret de vous faire part du décès de M. Marcel Ginaud, ancien employé de Mataglo, domicilié à Fauvette-Port-Louis, décédé dans sa 59e année. Ces obsèques seront célébrées à une date ultérieure en l'église paroissiale Notre-Dame de la Visitation de Port-Louis, levée du corps à son domicile où le corps sera présenté ultérieurement. L'inhumation se fera au cimetière de Pointe-à-Pitre. Cet avis est diffusé de la part de son épouse, Mme Saï Elianette, ses enfants Didier et Franck, son petit-fils Thomas, ses frères et sœurs Liliane, Mérita et Roland, ses neveux et nièces, cousins et cousines, ses ses beaux-frères et belles-sœurs, les familles Marsol, Saï, Ramblin, Laram, Adolphe, Jolivière, Levallois, Billonnière, Atam, Cassicadou, Vieillot, Chevalme et les autres parents. Les obsèques de M. Marcel Ginaud seront célébrées à une date ultérieure. Nous avons le regret de vous faire part du décès du père Robert Germain, décédé dans sa 83e année. Ces obsèques seront célébrées à une date ultérieure. Monseigneur Jean Hameau, administrateur diocésain, et Monseigneur Ernest Cabot-évêque émérite, le presbytérium du diocèse s'unissent pour vous annoncer que le Seigneur a rappelé son serviteur, le père Robert Germain. Nous avons le regret de vous faire part du décès de M. Drouot de René Pierre, surnommé Kiki, carleur et ancien coureur cycliste de la JCPL, domicilié rue Jacques Nestor à Port-Louis, décédé dans sa 42e année. Ces obsèques seront célébrées à une date ultérieure, levée du corps à la chambre funéraire des ponts funèbres maréchaux rue Nelson Mandela à Port-Louis, où le corps sera présenté ultérieurement. L'inhumation se fera au cimetière de Port-Louis. C'est l'avis diffusé de la part de son père, M. Drouot de Germain, sa mère, Mme Drouot de née Pali Flavie, sa fille Frédia, ses frères et sœurs, Marie-Guy, Miona et Pierre-Paul, les familles Drouot de Pali, Clamy, Fortuné, Delumeau, Sainte-Luce, Chion, Binot, Cibert et les autres parents. Les obsèques de M. Drouot de René Pierre, surnommé Kiki, seront célébrées à une date ultérieure.
Le rappel des avis de décès dans le 18-20 avec Christophe Cuby. Nous adressons nos sincères condoléances aux familles touchées par le deuil. Dans un instant, vous retrouvez Robert Dieupart et son émission Portrait craché. L'association Verte Vallée, en partenariat avec la région Guadeloupe, l'ADI, le CTIG et Radio Guadeloupe vous invite à sa journée thématique La Grivelière au Rimédrasier. Dimanche 13 juin, de 9h à 17h, venez vivre tous les bienfaits des pois de chez nous. Pois canne, pois ailés, pois d'Ibois, dans une ambiance musique et détente avec la troupe de danse K-Dièse, Jacqueline Etienne et Joby Julienne, Marc Jallet et Dominique Béroz. La Grivelière au Rimédrasier à vivre avec Radio Guadeloupe au cœur de vos événements. L'association Clé de Jute et Radio Guadeloupe présentent l'événement ACOMAG, Journées agricoles, économiques et culturelles à Saint-Claude, les 5 et 6 juin à partir de 9h sur le parking de la nouvelle mairie. Tout le savoir-faire des associations, des artisans, des commerçants et des agriculteurs de la Guadeloupe exposé dans le grand village Yon, Pacaï Saint-Lot. Moment à vivre avec le Crédit Agricole, Honda, News Antilles, Motomania et Radio Guadeloupe au cœur de vos événements. L'association AMB et Radio Guadeloupe vous invite à l'élection de Miss Côte-sous-le-Vent. Venez encourager samedi 12 juin 18h au Hall des Sports de Rivière-des-Pères les ambassadrices de charme des communes de Vieux-Fort à Déhay. Une soirée dédiée au talent, à la beauté et à la séduction rythmée par les spectacles de Patrice Hulman, Pathé David, Créole Danse et bien plus. L'élection de Miss Côte-sous-le-Vent à vivre avec la région Guadeloupe, le département Guadeloupe, le CTIG, établissement Lacroix et Radio Guadeloupe au cœur de vos événements. Bon festival avec RFO les 11, 12 et 13 juin. 3 jours pour célébrer les musiques en Guadeloupe. La 2e édition du Guadeloupe Music Celebration le 11 juin. George Duke, Quaxicolor, Kozeika. Le 12 juin, Bobby Cruz and Richie Way, Lola Martin, Ronnie Théophile, Émilie Antilles, Winnie Kaona. Le 13 juin, le Guada Overground Tour en live avec tous les meilleurs DJ Guada. Et en bonus, le Dancehall Queen Show, la rencontre des générations pour célébrer les musiques en Guadeloupe. Les 11, 12 et 13 juin, salle Valère-Lamy à Bémao. Bon festival Guadeloupe Music Celebration avec Guada Music et RFO au cœur de vos plus beaux événements. Infoline 05 90 60 96 96. Radio Guadeloupe, la communauté de communes du Nord-Bas-Terre, en partenariat avec les agriculteurs et agrotransformateurs du Nord-Bas-Terre, vous invite à la 19e édition du Grand Marché Pays Nord-Bas-Terre, un espace d'échange entre le producteur et le consommateur. Animation podium, prestations musicales du groupe Kakoka de Sainte-Rose. Rendez-vous samedi 12 juin de 8h à 14h à l'Esplanade des Fêtes à Déhay. Moment à vivre en direct sur Radio Guadeloupe, première radio dans votre cœur. Sonnez, toute peuple Guadeloupe, écoutez, mouvement qu'il tire le masque à qui invite les autres à long, grand déjeuner, coup de main. Le 13 juin, depuis midi, on les monna à Petit-Bourg. Vine partager, on parle. On convoie. On déboule à manger traditionnel. Kenige pour petit monde, tombola. Limonade à gros bouchon pour grand monde. Animation avec DJ Alex. Déjeuner, coup de main à masque à c'est le 13 juin, les monna à Petit-Bourg. Et 20 masques à c'est en main canavélo. Tout ça, c'est avec Caribiro, Soreka, Kanasao, Escalfit Form, Super U. Et Radio Guadeloupe en fond à Kéa. Helez-nous au 05 90 60 96 96. Non la Veritas. Asoka, groupement Asso Caribéen, a le plaisir de vous convier au Midi Minuit qu'il organise le dimanche 13 juin 2010 au Bora Villa à Mornalo. DJ Alex que voyez son la montée. Et puis orchestre Compa qu'il a. Et puis monsieur Patrick Parole et en direct de Haïti, André Desjans, Georges Loubert Chancy, Jean-Michel Saint-Victor, du Skatcha. Kenny boit et manger, gâteau et chaudot. C'est Compa qu'il a, un événement à vivre avec Radio Guadeloupe, première radio dans votre cœur. Aujourd'hui, je reçois Julénia Monterard Alidor, alors à qui je dis bien le bonjour. Bonjour Robert Dupart. Voilà, alors pour cet ouvrage... Père Bono. Père Bono. Alors Père Bono, pourquoi un H? Ce nom vient d'une petite chanson que les petits, les enfants du CP apprennent souvent, Bonhomme, Bonhomme. Et donc, le héros de ce récit, il ne cessait de chanter Bonhomme, Bonhomme, si bien un membre de la famille l'a surnommé Père Bono.
Voilà. Alors, en tout Donc, cas, l'orthographe, ça explique l'orthographe. Père Bono est sorti il n'y a pas très longtemps. Père Bono est sorti en mars. En mars, voilà. Oui, et début mars. Vous l'avez déjà présenté. Hein? Je l'ai présenté ici, sur RFO, avec Danican, avec Maryse Picor aussi. D'ailleurs, voilà, en après-midi. Oui. Entendu, oui. Et là, je serai en séance de dédicace chez Jazor le samedi 12 juin, de 10h à 13h à Pointe-à-Pitre, et dans l'après-midi au Moule, au centre commercial de Damancourt. Très bien. Alors, on retrouve l'institutrice. Oui. C'est bien de dire l'institutrice, parce que j'ai été institutrice avant d'être professeure de lettres modernes. J'ai démarré par l'enseignement primaire. Et je vais vous dire que mon tout premier poste a été dans une classe unique. Le tout premier poste, à Café ADR, une classe unique, avec un nombre impressionnant d'élèves. Combien? Une cinquantaine, allant de 5 ans à 12, 13 ans même, de tous les niveaux. Et par la suite, je faisais un remplacement. J'y suis restée 10 jours. Par la suite, maintenant, j'ai eu des classes de cours préparatoires, puis des classes de CME. Ben, je suis restée 6 ans au primaire. Ensuite, j'ai passé un CAP qui me permettait de travailler avec les élèves en difficulté. Et là, j'ai commencé à travailler au niveau du secondaire avec ces élèves. Ensuite, j'ai passé encore un autre CAP qu'on appelle le CAPSEG. Et je suis devenue PEGC. Je suis restée une vingtaine d'années PEGC. Et par la suite, en dernier ressort, j'ai passé mon CAPES pour devenir professeur certifié. Voilà. Certifié en lettres modernes. Mais quand vous étiez avec ces 50 élèves, là, c'était dans quelles années? Eh bien, c'était en 68, octobre 68. Donc, il n'y a pas si J'avais longtemps 20 ans. qu'on était comme ça. Hein? Pardon? Il n'y a pas si longtemps qu'on était surchargé comme ça. Il n'y a pas si longtemps. Octobre 68, exactement. J'avais pris mon poste le 10, aux environs du 10 octobre. Comme je démarrais, je n'ai pas commencé dès le départ. En ce temps-là, c'était octobre aussi, la rentrée. Hein? Oui. Et donc, je n'ai pas commencé le 1er octobre. Je suis restée sagement à attendre mon télégramme. Et quand je l'ai reçu, je suis partie à la recherche de l'école de Caféière. Et après avoir bien cherché, je me suis adressée à quelqu'un qui me dit « Mais mis l'école là !» Et c'était une case en bois au milieu d'une savane, quoi. Et donc, j'ai eu du mal à comprendre que c'était vraiment une école. Et puis là, le lendemain, les élèves sont venus parce qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient avoir une maîtresse. Eh bien, on était là, on n'avait pas de commodité, hein. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de toilette, rien du tout. Hein. Voilà. On peut se demander, mais comment ça a pu faire pour exister comme ça, de telles écoles? Parce que quand même, c'était dans la République française. Ben oui. Et vous vous êtes pas posé la question? Mais tout début est difficile. Et mais donc, vous par n'avez la pas suite, protesté, vous avez trouvé ça normal? Je n'ai pas trouvé ça normal parce que je n'ai pas reconnu l'école. Je cherchais une école digne de ce nom. Pour moi, c'était pas normal du tout. Et lorsqu'on m'a montré l'école, j'ai cherché le directeur ou la directrice. Et donc, la personne qui m'a renseigné m'a dit, il me semble que le directeur se trouve au bout de Deshaies. Mais je suis partie à pied. J'ai dévalé le monde de Caféière. Je ne sais pas si vous avez une idée. Merci. Et je suis partie à Deshaies. Et encore, j'ai grimpé l'autre monde pour aller à l'école primaire de Deshaies, qui se trouve au niveau du cimetière, pour aller à la recherche du directeur. Et là, on m'a expliqué, mais mademoiselle, vous serez votre institutrice, votre directrice, c'est tout. Voilà. Alors, je tombais des nues, je me demandais comment j'allais faire, sans formation aucune. Hein. Et il a fallu assumer, hein. Il a fallu assumer. Et cependant, je remplaçais une jeune dame qui venait d'avoir un bébé. Et je lui rends hommage justement pour ça. Quand elle a su que c'était moi qui avais hérité de ce travail, quoi. Elle s'est dit, il faut que je reprenne mon poste parce que Monette va mourir, il faut que j'aille la sauver. Et elle a repris, je ne suis restée que 10 jours. Ah, d'accord. Que 10 jours.
Et de là, vous êtes allé où alors? Alors, pour la suite, je me suis retrouvée à l'école primaire de Bémao, qui se trouve près du terrain de football. Hein. Donc, j'ai fini l'année là. Et là, c'était quand même différent. C'était déjà autre chose. C'était une grande école. Une vraie école. C'était une vraie école, une grande école. Et puis, par la suite, maintenant, je suis restée 2 ans dans une école à Duzer-Sainte-Rose. Duzer, dont je suis originaire, effectivement. Et après, je me suis mariée. Je me suis retrouvée à l'école primaire de Pointe-Noire, où j'ai habité pendant 3 ans. Et à partir de là, mon mari et moi, tous les deux, nous avons eu un détachement pour ce qu'on appelait l'école normale, qu'on appelle maintenant l'UFM. Et c'est là que nous avons fait tous les deux notre formation pour prendre en charge des enfants en difficulté. Enfants en difficulté, c'est-à-dire? Eh bien, c'était des jeunes qui posaient problème au niveau du collège. Et ils avaient à peu près 14 ans. Ils étaient du niveau de 6e. Enfin, normalement, ils devraient être en 6e, 5e. Mais ils n'étaient pas du niveau scolaire. Ils étaient en échec, en fait. Et donc, il y avait dans ce temps ce qu'on appelait les classes de transition et les CPA. Et ces classes de transition et CPA ont été transformées par la suite en CPPN. Donc, j'ai enseigné à toute cette population-là pendant 6 ans aussi. Et après, mon mari et moi, nous avons fait notre formation pour devenir biologiste. Mais ces jeunes en difficulté, comment vous avez agi avec eux? Parce que vous n'aviez... Maintenant, on en parle beaucoup, il y a des gens, il y a des formations, etc. Oui. Mais quand on vous lâche comme ça, comment vous avez réagi? Alors, mais j'ai été lâchée comme ça, comme vous dites, pour mon premier poste, avec ces élèves, cette 50aine d'élèves. Mais par la suite, quand j'ai été détachée à l'école normale, c'était pour faire ma formation maintenant. Et là, j'ai été vraiment formée. On m'a appris comment prendre en main les élèves qui étaient en échec, quoi. Hein? Parce que ce sont souvent des élèves qui sont en faiblesse au niveau social, hein, et dont les parents sont en faiblesse au niveau social et économique. Donc, chaque individu, et moi, j'ai toujours continué, même lorsque je suis entrée au lycée où j'ai eu à fonctionner avec des élèves, entre guillemets, dits normaux, de la seconde aux classes de BTS, hein, j'ai toujours pris en compte chaque élève comme étant un individu. Oui. Et donc, étudier l'individu qu'on avait en face de soi, hein, pour pouvoir fonctionner avec lui. Hein. Mais le désintérêt de ces jeunes, mais il n'y avait pas de violence, c'était simplement un désintérêt d'apprendre. Mais la violence commence, la violence est entrée de façon, je dirais, sournoise dans l'école. Tout doucement, la violence commençait déjà. On pouvait se trouver face à un élève violent. Bon, c'était à ce moment-là un cas, c'était pas la généralité, c'était un cas à part. Mais ça commençait à poindre, ça commençait à arriver. Dans les années 80. Alors là, c'est ce dont je parle, ce sont les années 70. Hein. Voilà. Déjà, 70, ils étaient encore corrects. Hein. Oui. On pouvait encore les tenir. Oui. Moi, j'ai eu à faire face à des élèves, pas tous, hein, mais j'ai eu des cas. Et j'ai enseigné au Lamentin où j'ai eu un cas d'élève violent. Bon, mais il faut savoir comment fonctionner avec ces élèves-là. Hein. Voilà. Il faut savoir comment fonctionner avec eux. Hein. Bon, parfois, on dit bien que la violence engendre la violence, hein, mais parfois, il faut se mettre à leur niveau et leur montrer que, on est capable de faire ce qu'eux, ils ont envie de faire. Par exemple, dans le temps, s'exprimer en créole à l'école, ça pouvait être perçu comme une violence, hein, comme une agression. Oui. Et donc, l'élève, maintenant, qui voulait se marginaliser, qui voulait montrer qu'il est fort et tout, qui n'a pas peur de l'enseignant, il pouvait se mettre debout devant le professeur ou devant le maître et s'exprimer en créole. Et il savait très bien que c'était une attaque. Et donc, à ce moment-là, mais le maître devrait pouvoir lui répondre dans la même langue qu'il a parlé. Et là, effectivement, on se mettait à peu près à son niveau et lui montrer que, toi, tu es capable de faire ça, moi aussi. Et je n'ai pas peur. Bon, il y a d'autres cas où c'est par
un excès de gentillesse, montrer qu'ils sont importants, qu'on s'en occupe, qu'on les considère, etc., etc. Il faut prendre chaque individu, chaque élève comme un individu, considérer chaque élève comme un individu pour pouvoir s'en sortir. L'importance du créole, vous la placez comment? Eh bien, moi, je trouve que c'est très important de pouvoir passer du français au créole, du créole au français en classe. Et moi, je l'ai beaucoup fait, surtout quand je travaillais dans les classes de CP, cours préparatoire. Maintenant, les enfants parlent le français, mais on pouvait se trouver dans une classe où l'enfant n'a jamais parlé français et donc il n'a du mal à comprendre. Eh bien, on est obligé de lui dire, tabla, et lui dire que tabla, ça veut dire la table. Et donc, j'ai été amenée souvent à employer, à parler les deux langues, je dirais, pour pouvoir accéder à mon enseignement, et faire avancer les choses. Et Gérard Lauriette avait très bien compris ça. Oui, il a compris avant tout le monde, je crois. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer? Ah, tout à fait. Il a compris avant tout le monde. Ah oui, vraiment, c'est... Enfin, bref. Alors, on va revenir quand même parce que ça vous a permis, entre-temps, d'écrire. Et ces écrits sont... Ça, c'est votre premier roman? Non, c'est mon troisième roman, mon quatrième ouvrage. Voilà. Parce que mon tout premier ouvrage, c'était un recueil de poèmes intitulé « Tourment d'amour ». Pourquoi vous aimez les saintes? Non. Non, ma réponse n'est pas bonne. J'adore les saintes. Mais le titre de mon ouvrage n'est pas tout à fait en relation avec les saintes. Tourment d'amour, c'est dans mon recueil de poèmes, je parle beaucoup d'amour. Mais je parle beaucoup de souffrance aussi, donc du tourment. Et donc, je finis par dire que l'un ne va pas sans l'autre. Un excès d'amour peut entraîner beaucoup de souffrance. Et la souffrance, on arrive à s'en sortir par l'amour, par l'expression d'amour. Et donc, ce sont deux sentiments qui sont liés, intrinsèquement liés pour moi. Et donc, d'ailleurs, j'écris Tourment d'amour en un seul mot. Parce que ces deux sentiments se fondent l'un dans l'autre. C'est un peu ce qui arrive à Père Bono. C'est ce qui arrive à Père Bono. Parce que c'est vraiment... c'est la souffrance, beaucoup de souffrance. Et puis quand même l'amour. C'est l'amour qui le sauve. Oui. C'est l'amour qui le sauve. Oui. Et bon, mais c'est ma philosophie et peut-être que dans tous mes romans, on va trouver ce petit aspect-là. Parce que pour moi, l'amour, est magique.
L'amour crée la magie. L'amour permet de sortir de toute forme de souffrance. Oui. Mais c'est des fois très difficile de le donner, cet amour. Parce qu'on se demande des fois si nous avons appris ce que c'était que l'amour. On dit souvent, nous bien gentils, nous c'est bon monde. Mais c'est pas évident que cet amour dont on parle s'exprime, c'est curieux. C'est vrai. Alors on dit aussi souvent, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Il y en a qui n'ont jamais reçu d'amour. Voilà. Donc ils ne savent pas comment le donner. Mais moi je dis qu'il faut commencer par s'aimer. D'abord, et sûr. Pouvoir recevoir l'amour, savoir recevoir l'amour et pour en donner. Je pense que si on ne s'aime pas, on a un grave problème. On a un grave problème, on ne sait pas recevoir. Même si quelqu'un vous donne de l'amour, vous ne saurez pas accueillir cet amour-là et vous ne saurez pas le redistribuer. Parce que vous, quand vous vous occupez des enfants, justement, vous avez eu l'occasion de constater parmi ces enfants des différences, justement, de tendresse des parents pour eux. Exactement. Et moi, je dis aussi ce que j'ai appris parce qu'on ne cesse d'apprendre. Et c'est ce que je disais tout le temps à mes élèves. Nous sommes là ensemble. Je vous apporte quelque chose. Je vous apporte la connaissance, mais vous aussi, vous m'apportez beaucoup de choses. C'est un échange. C'est un échange. On communique. Et donc, à travers mon expérience d'enseignante, j'ai appris que si on ne sait pas donner l'amour, on ne sait pas enseigner. Parce qu'il faut avoir une grande générosité. Et c'est cette générosité-là qui m'a permis de traverser mes 40 années d'enseignement et d'être là quand même debout et d'être en possibilité de continuer à écrire et de penser. Mais souvent, d'organiser ma pensée surtout. Mais souvent, on a mis en valeur justement l'amour de cette génération d'instituteurs et de professeurs pour nos enfants. Parce que combien, dans des conditions comme vous avez connu à des... passaient leur temps soit à accompagner l'enfant, soit rester des heures le soir, ou bien faire avec celui-ci, parce que il faut véritablement, c'est pour ça que je parle de mission véritable, parce que il y a chose qu'on trouve beaucoup moins maintenant. Mais avant, c'était il y avait aussi peut-être la conscience collective, peut-être qu'il y avait aussi beaucoup de professeurs qui disaient il faut que mon peuple s'en sorte. Puisque là, il était sorti là, il fallait bien, et par l'éducation, les études, parce qu'on nous a beaucoup poussé pour faire les études. Ouvrons livre, vous le restez à pas faire rien là. Souvent, on a entendu ça. Et ça, c'est une génération qui a vraiment porté énormément. Exactement. Il faut que mon peuple s'en sorte. Moi, j'étais soutenue par cette pensée-là. J'enseignais à mes petits frères et il fallait que mes petits frères s'en sortent. Parce que lorsqu'on a connu quand même... ce que ces jeunes ont connu, beaucoup d'entre eux qui sont de conditions très modestes et faibles, lorsqu'on a connu ça, on a envie effectivement de les aider. Parce que moi, mes parents étaient de conditions modestes. Et pour moi, c'était l'école qui allait me sauver. Ma mère m'a appris ça. Ma mère n'a pas cessé de m'apprendre ça. Que c'est l'école, il faut aimer l'école et ceci, cela. Me faire l'école à la maison, mais même malgré tous les enfants qu'elle a eus, elle en a eu 13. Mais lorsque je suis entrée à l'école, je savais déjà lire couramment et je savais déjà les 4 opérations. Ça, c'est son travail. Et si maintenant, aujourd'hui, j'écris, je dis que c'est son œuvre aussi. C'est son travail. Eh bien, moi, c'est l'école. Je me suis accrochée à l'école. J'aimais l'école. Et donc, c'est ce qui m'a permis, effectivement, de m'en sortir parce que c'était pas facile ce que je vivais. C'était dur. C'était dur. Et donc, en tant qu'enseignante, moi, je me devais d'aider mes petits frères. Parce qu'en fait... Alors, on va revenir un peu pour nous, qui, lui, voilà, c'est un tout jeune, qui a un parcours
terrible difficile. puisqu'il perd sa mère très tôt. Oui. Et on voit sa progression. Et on est dans une Guadeloupe que finalement on retrouve par différents oui, ben voilà, le moderne. On se retrouve dans le moderne comme dans l'ancien. Et il y a des moments où on se retrouve, par exemple, en mai 67, à la fin de l'ouvrage, comment ces élèves qui étaient à Carnot, les lycéens, Oui. comment ils perçoivent... Ils ont pris le combat à leur compte, effectivement. Mais ces jeunes, effectivement, ce sont eux qui ont ouvert le lycée de Bainbridge. Ils ont commencé le premier trimestre au lycée Carnot. Et en janvier, maintenant, ils ont été transportés au lycée de Bainbridge qui venait d'ouvrir. Oui. Bon, alors, le lycée de Bainbridge n'était pas encore ce qu'il est maintenant. Il n'y avait que 3 bâtiments. Je dirais 4 bâtiments qui fonctionnaient. Dans l'un, il y avait toute l'administration. Dans l'autre, il y avait toute la partie technique, lycée technique. Et dans les 2 autres, c'était le lycée général. Et donc, en mai 67, c'était l'année du bac, justement, de ce petit garçon devenu jeune homme. Il avait 20 ans. Et c'est à ce moment-là qu'a éclaté les événements de mai 67. Et donc, les jeunes du lycée ont vécu ça, mais vraiment... fort, très fort. De façon très forte. On parlait de moderne, les professeurs modernes, mais les anciens, c'était quand même beaucoup plus rigide. Il y avait une discipline difficile. Alors on entend... Alors je vous donne un petit extrait. Tout à coup, le déplacement du maître s'arrête net. Un bruit d'ensemble sourd indique que les élèves se mettent debout comme un seul homme. Rémi se fige à l'endroit où depuis quelques minutes il se tient penché vers un camarade en difficulté. Il n'ose pas envisager de rejoindre sa place. Silence. Pas un raclement de gorge. Pas même une mouche ne vole. Le directeur se tient à la porte de la classe et tous les regards sont tournés vers lui. Sa présence dans ce lieu, parce qu'inaccoutumée, devient déconcertante, voire inquiétante.
Le directeur n'abandonne son trône érigé dans son étroit bureau que pour surprendre du bout en feu de sa ceinture les retardataires. Et dès la sonnerie, il se poste devant le haut portail par lequel s'ouvre la clôture. De son regard exercé, il dévisage tous les arrivants qui viennent peupler les lieux pendant la journée. Et inspectant les oreilles à la propreté douteuse, il déroule le serpent et le fait tournoyer d'un coup bien placé sous le derrière, dessinant sur la peau des sillons rougeâtres. Ouaïaïaï, ouaïaïaï, ce sont les cris d'un autre qui a oublié de se coiffer. Le peigne s'actionne dans tous les sens à une allure accélérée à travers la tignasse mal entretenue, sans compassion. Et ceux qui se sont fait prendre une fois s'en souviennent à jamais. À jamais. Alors, on appelait ça karata. Mais c'était une période où souvent, la ceinture était dans la classe. Oui, mais l'école pouvait se permettre justement certaines libertés, je dirais. Libertés qu'on ne peut plus se permettre. Libertés qu'on n'a plus mais maintenant. aujourd'hui, vous vous retrouvez avec la gendarmerie. Ah oui, si c'est seulement la gendarmerie. Si c'est la gendarmerie, bon, ben on va discuter. Mais ça peut être autre chose. Mais ça, c'était pour les professeurs, mais c'est valable pour les parents. Absolument. Parce que j'ai en tête l'exemple de quelqu'un que je connais qui a un enfant qui est difficile. Oui. Et lui, c'est la méthode ancienne, et un jour, je ne sais pas ce que l'enfant avait fait, il lui a donné un coup de ceinture. Et l'enfant apparaît avec son bras. Oui. Et la marque est restée sur le bras. Et bien, le lendemain, à l'école, il a été convoqué par l'assistante sociale. Voilà. Il s'est retrouvé à la gendarmerie. Voilà. Et jusqu'à présent, il ne comprend pas. Il est complètement désemparé. Il se dit, mais en baillant un coup de ceinture, quand on fait devant la loi. Et c'est Timouna moins. Oui. Voilà. Voilà, maintenant, on est pris dans un cercle vicieux, moi, je dirais. Ben oui. Parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont été martyrisés, qui sont encore martyrisés par d'autres, par certains. Oui. Mais là, moi, je pense qu'il fallait quand même laisser une marge, une limite. Parce que beaucoup de parents n'osent pas reprendre leurs enfants et même les corriger. Mais oui. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la société que nous avons maintenant. Et moi, je ne cesse de dire que cette société-là, ce sont des adultes qui en sont responsables. Premièrement, les parents. Bien sûr. Premièrement, les parents. Mais il faut reconnaître quelque part quand même que certains parents qui veulent bien, qui ont la bonne volonté d'éduquer leurs enfants, parce qu'il y en a qui n'ont pas cette volonté-là, ceux-là sont quand même piégés par le système, qui ne leur donne pas suffisamment de marge, qui ne leur permet pas d'agir comme il faudrait envers leurs enfants, puisqu'avant, les gens ont toujours châtié leurs enfants selon ce qu'ils méritaient. Maintenant, il faut se dire, l'enfant va peut-être porter plainte, ou même à l'école, ça se fait à l'insu souvent de l'enfant. Oui. Ah oui, puisque si l'assistante sociale se rend compte que l'enfant est maroqué, ou bien si le maître se rend compte que l'enfant est maroqué, tout de suite, on l'envoie vers l'assistante sociale, on l'interroge, et puis voilà, c'est parti. Alors, notre héros continue. Donc, il y a quelque chose qui m'a plu aussi, c'était notre culture, comment elle n'est presque plus là, on peut le dire. Mais elle a veillé. C'est pourquoi il faut en parler. La veillée, par exemple. La veillée mortuaire. La veillée mortuaire, vous redéfinissez ce qu'était une veillée. Ce qu'était une veillée dans le temps. Oui. Vous avez eu l'occasion d'assister à tout ça. Alors, j'ai vu certaines choses, mais c'est plutôt mon mari qui a assisté souvent à ces veillées-là. Et d'ailleurs, quelque part, au début du livre, je le remercie pour les conseils qu'il m'a donnés concernant la veillée mortuaire. Parce que si ce n'était pas lui, ce que j'ai décrit concernant les activités des veillées n'auraient pas été aussi précis. D'accord. Oui, parce que j'ai assisté à des veillées, j'ai eu l'occasion de voir les lutteurs
Mais définir les règles, je ne connaissais pas les règles. Et c'est lui qui m'a donné les règles de la lutte dans les veillées et les règles précises du domino et tous les autres jeux justement auxquels les gens s'adonnaient au cours des veillées. Alors, je vous donne un petit extrait aussi. Alors, gros Gaku rejoint Titan du Nord au centre du cercle. Les lutteurs se dépouillent de leurs habits en ne gardant que le slip. Ils se mesurent du regard, l'un essayant d'impressionner l'autre. Le tambour s'est tu et tout à coup monte un roulis qui semble fendre l'air. Le gros cas recommence sur un autre air provoquant, belliqueux, et c'est le signal. La lutte commence. L'épreuve est partie pour durer une bonne partie de la nuit. Les combattants sont habités par la violence qui les anime vers un seul but, arracher la victoire finale. Ouais. Ils sont pieds nus. Les orteils s'enfoncent dans la terre meuble. Le gazon du jardin s'arrache par mottes. À la rencontre de cailloux, ils se blessent, répandant leur sang sur les parties empierrées. Ces hommes bavent. Ils ne prennent pas conscience de la douleur. Chacun tente de varier ses prises afin de surprendre l'autre. Aucun ne prend le dessus. Le tambouillé donne le meilleur de lui-même et c'est la rencontre des chefs. Ils sont forts tous les deux. Deux vrais bulldozers. Le public suit avec admiration cette formidable scène. Pas un raclement de gorge, pas même un soupir de sa part. Le temps est suspendu. Les antagonistes poursuivent leur art avec rage jusqu'à épuisement et celui qui se laisse choir le premier sur le sol est déclaré perdant, tandis que l'autre se laisse aller de tout son poids sur le corps avachi. Alors ça rappelle des sacrés. Ah oui, hein? Et tout ça, c'est fini. Pratiquement. Hein? Pratiquement, maintenant, dans certaines veillées, on essaie quand même de remettre certaines choses pour le Goka, mais ce n'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance du tout. Il y avait une ambiance bon enfant qu'on a du mal à retrouver maintenant. Oui, c'est ça, absolument. Agoué ça maléré, mêlez-nous bien mêlés, mandou des pieds en nous marrer, à don seul côté soulier, la voix nous c'est maléré, tout toujours bouché ban nous, tout pas toujours fermé si nous, ton est Didier, pardon bon Dieu, nyon joue, nous caille démêlés, nous caille démêlés, agoué ça maléré, famille en moins mêlée, nous mêlés. Mandou des pieds en nous marrer, à don seul côté soulier, la voix nous c'est maléré, tout toujours bouché ban nous, quand la chaille ménage en nous, ton est Didier, pardon bon Dieu, nyon joue, nous caille démêlés, nous caille démêlés. Agoué ça maléré, zami en moins mêlé, nous mêlé. Si nous vi regarder, si nous comptons jetonzier, si ça qu'il tient en nous, musique à grand-papa en nous. C'est ça héritage en nous, c'est nous pour moderniser, c'est nous pour organiser, c'est nous pour améliorer. Alors, dans toute cette période de la Guadeloupe dont notre héros grandit, il a perdu donc sa mère, son père était quand même absent. Le père a été absent dès lors où la maman est partie. Voilà. Et donc, ce petit garçon s'est rendu compte qu'il est devenu subitement orphelin de père et de mère, parce qu'il a bien compris qu'il ne pouvait pas compter sur son papa.
Mais la tante était là. La tante était là. Ouais. La tante était là et c'est elle qui a joué le rôle. Elle a aidé. Elle a aidé du mieux qu'elle pouvait. Mais ça on pourrait presque dire c'est une histoire vraie, parce que combien de tantes ont eu le même, de tantes ou de grand-mères ont eu la même position, d'un enfant qui l'enfant leur tombe dessus comme ça, parce que papa est mort, maman est morte, c'est parti. Voilà. Mais je dois avouer que ce roman est tiré d'une histoire vraie. Il est tiré d'une histoire vraie, tout d'accord. Tout à fait. Oui. Et c'était un petit garçon comme ça aussi Oui, exactement. Un petit garçon qui a perdu sa maman à 11 ans, que je connais très bien maintenant, puisqu'il est devenu mon époux. D'accord. Et donc, quand je l'ai rencontré, ce petit garçon de 11 ans, je l'ai toujours vu s'animer en lui. Et jusqu'à maintenant. Puisque je pense qu'on ne finit jamais de chercher sa maman. Mais c'est clair. Voilà. Clair. Mais il avait quand même autour de lui son frère aussi. Son frère qui l'a beaucoup guidé. Qui l'a guidé. Absolument. Voilà. C'était vraiment ça, ce qu'on appelle un guide. C'était sa référence. Oui, voilà. Oui, c'était sa référence. Donc même s'il a été tenté de faire des bêtises, ce qui n'a pas manqué, mais la référence que représentait le frère, le modèle que représentait le frère, l'obligeait à revenir sur la droite ligne, je dirais. Tout à fait. Et ça ne l'a pas empêché de regarder aussi les jeunes filles. Ah, mais je crois qu'il en regardait énormément. Ça aussi, je crois que l'a aidé à sortir de... Finalement, avec sagesse. Avec sagesse, oui, quand même, oui. Ça fait plaisir à voir. Et puis, bon, il a pas mal tourné, celui-là, au moins. D'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, il se retrouve à Carnot et Bainbridge. Exactement. Et je trouve ça vraiment formidable, quoi. Oui, mais effectivement. Ce que je voulais aussi, à travers ce récit, c'est attirer l'attention des jeunes pour leur dire que la vie est difficile maintenant. Hein. C'est dur, la société est dure. Mais beaucoup ont connu cette difficulté-là avant vous. Et pourtant, ils ne sont pas partis dans la drogue. Ils ne sont pas partis dans la violence. Ils n'ont pas voulu tuer. C'est vrai que des fois, il y a une certaine forme de violence quand même qui habite l'être qui vit de telles souffrances, en se demandant, mon Dieu, mais pourquoi moi? Mais ça n'amène pas à passer à l'acte, à tuer, à vouloir faire du mal à ceux qui nous entourent et qui ne nous ont rien fait. Au contraire, essayez de vous en sortir. Accrochez-vous au travail, quel qu'il soit. Parce que ce petit garçon, nous avons bien vu qu'il, normalement, tout était réuni pour qu'il devienne un vrai voyou. Voilà. Et pourtant, il a trouvé la force de faire tous les jobs possibles et imaginables pour pouvoir payer sa scolarité. Absolument. Mais il faisait encore mieux, puisqu'il allait jeter aussi ses tinettes. On voit ce qui lui est arrivé. Et c'est aucun jeune d'aujourd'hui ne fait ça. Horribles, hein. Voilà. Maintenant, tous les jeunes, ils naissent avec le WC à la maison. Donc, ils ne connaissent pas ça. Voilà. Ils ne connaissent pas ces corvées. C'était de véritables corvées. Et souvent, c'était pour les enfants. Mais bien sûr. Absolument. Bien sûr. Mais on dit ça aussi qu'il faut rendre hommage aux enfants, parce que souvent, vous alliez quelque part dans une case quelconque guadeloupéenne, tout est nickel. Oui. Nickel. Vous regardez même le jardin autour. Et alors, vous vous dites, effectivement, ils travaillent, les parents. Mais quand on regarde bien, qui a fait vaisselle, on voit que c'est la petite fille qui est là. Qui a ramassé roche par là, à droite, à gauche, c'est encore... Les enfants font un travail énorme. Oui, mais ça vient de l'éducation. Ceci dit, ça vient du travail qu'effectuent les parents. Absolument. Et puis l'enfant, d'ailleurs, quand il faisait ça, il carachait et mangeait la paix, etc., eh bien, au moins, il fait il a une occupation. Mais bien sûr. Il pas là à regarder en télé ou pas faire rien. Imaginez n'importe qui mauvais coup. Exactement. Il était toujours occupé.
C'est d'ailleurs les parents veillaient à ce que l'enfant ne reste pas là à ne rien faire. Oui. Ça, c'est clair. Mais je rends hommage à tous ces enfants qui vraiment travaillaient beaucoup et travaillent encore, pour certains, beaucoup dans une maison. C'est vrai. C'est vrai. Il y a quand qui rit à terre, etc. Dans le temps, c'était le plancher, il fallait brosser. Et il fallait que ça soit nickel. Hein. Et combien de filles peuvent vous dire combien de temps elles ont passé à récurer les casseroles avec sable, etc. Ça, c'est... Non, ça, c'est très, très bien. Alors, notre Rémi, donc, il a une vie quand même... et quand on lit ça, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai eu l'impression que c'était une histoire vraie. Je ne sais pas pourquoi. C'est très proche de... Ça ressemble à ça, quoi. Et, les rapports aussi qu'il a avec le maire, avec et les autorités. Les autorités, parce que très tôt, il a pris en main sa vie. Voilà. Et donc, pour lui, il fallait qu'il se débrouille. Et il fallait aller trouver les personnes qui pouvaient l'aider à s'en sortir. Et donc, c'est ces autorités-là qu'il devait rencontrer. Et il n'a pas hésité. Alors, on voit bien que vous étiez effectivement allé et on rapporte les informations véritables. Voilà. Par exemple, le Boeing qui tombe à DR. Voilà, le Boeing qui tombe dans les années 60 à DR. Et ça a été quelque chose de vraiment terrible. Vous l'avez vécu comme ça? Ah oui. Le matin, on se réveille, on voit que le ciel est rouge. Le ciel était rouge. Ça brûlait, l'avion brûlait. Ça brûlait dans la montagne. Mais oui, donc, d'ailleurs, ça a marqué les jeunes de cette période. Hein. Vous le dites, là, Rémi fut l'un des premiers à subir le choc de cette terrifiante nouvelle, rapportée d'abord par les premiers défricheurs revenus rompus, méconnaissables à la civilisation. Et c'est ainsi qu'à l'école, il atterrit encore désorienté. Tous les cours furent rythmés par cette tragédie qui revenait tout naturellement dans le discours de chacun des professeurs. Ouais. On discute de l'importance du nombre de passagers qui ont trouvé la mort ce soir-là dans la montagne. 300, dont une majorité d'Antillais, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais. Beaucoup de Français. On évoque des sommités de la science, ces têtes pensantes dont on entend parler souvent pour la première fois. Et celles-ci, ayant fait leurs preuves dans la métropole, rentraient définitivement à porter leur savoir-faire. On regrette que la région les ait perdus avant qu'elle n'ait eu la joie de poser les pieds sur le sol de leur île. On déplore la perte prématurée et innombrable des étudiants, les forces vives, les espoirs pour le pays qui revenaient au soleil pour se ressourcer le temps des vacances. On évoque les touristes européens qui n'ont pas eu le plaisir de faire la découverte de la contrée dont ils avaient tant rêvé. Ah, la Caraïbe française avait subi une perte énorme, etc., etc. Et là, vous définissez ça. On voit encore, vous l'avez vécu. Oui. Si, je l'ai vécu. Voilà. Je l'ai vécu. Ouais. Et vous regrettez aussi que, moi aussi, qu'il y ait eu des comment on dit, des pilleurs. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal. C'est dit quand même, comment peut-on penser à piller des gens? À s'enrichir sur la mort, sur quelque chose de si tragique, de si terrible. C'est incroyable. C'était l'horreur. Hein. Et ces gens-là, tout de suite, se sont dit, bon, il faut que j'en profite, je vais prendre l'or, je vais prendre l'argent. Il y en a qui il paraît qu'on en a arrêté. Il paraît qu'on en a arrêté, qui en ferait pas tous, mais il y en a un qui est vivant toujours et qui avait fait quelques jours de prison, mais vraiment, on ne peut pas comprendre ça. Non. Quoi. Hein? Non, et ça existe. Oui, malheureusement. Et notre temps passe rapidement, mais enfin, voilà, c'est une très belle histoire, Père Bono, et j'espère qu'on aura à venir en parler un peu avec vous, puisque vous aurez d'autres rencontres avec les lecteurs. De toute façon, là, vous partez pour la Guyane. Là, je pars pour la Guyane demain. Je partirai en Martinique à la rentrée scolaire, puisque là, l'année scolaire est terminée. Là. Je partirai en octobre.
Et moi, ce que je souhaite, c'est rencontrer les lecteurs pour en parler, pour en discuter. Oui. Là, vous aurez de quoi. Hein. Vous aurez franchement de quoi. Et on n'a pas eu le temps vraiment de parler de Sirena, mais Sirena, c'était quand même le cœur. Hein. Oui. Le cœur raisonnable. Raisonnable. Le cœur raisonnable. Là, on voit quand c'est l'orgueil du mal, je dirais, qui l'a poussé. Heureusement qu'il avait cet orgueil, en fait. Tout à fait. Parce qu'il s'est accroché, justement, à la réussite de cette jeune fille pour pouvoir réussir même mieux qu'elle, hein, parce que c'était ça son objectif. Merci. Eh bien, écoutez, Madame Montérard Alidor, bravo. Père Bono. Alors, c'est sorti aux éditions Jet d'encre. C'est une nouvelle... Oui, c'est une petite maison d'édition qui est à Paris et qui est toute jeune, effectivement. D'accord, très bien. Ben, Père Bono, bonne chance à toi. Il faut une petite bonne chance aussi. Quand même. Hein. Et merci à vous d'avoir écrit ça parce que c'est quand même à cheval sur l'ancienne époque et aujourd'hui. Voilà. Et où vraiment on voit la transition de notre société, comment elle change. On voit l'évolution. On voit l'évolution, effectivement. Ben, merci encore pour cet ouvrage. C'est moi qui remercie Robert Dieupas de m'avoir accordé de son temps pour en parler. Oui, et même. Parce que moi, plus j'en parle, mieux c'est pour moi, parce que ça aide les lecteurs à mieux comprendre. Merci, bien sûr. Bien sûr. Bon, eh bien. Merci beaucoup. À très bientôt. Il faut de m'avoir reçu. Merci, à très bientôt. À bientôt. D'accord. Au revoir. Au revoir. Un jour, au petit jour, j'ai vu l'océan enfanter le soleil. Sur la crête écumeuse du mouvement des flots, un enfant qui riait sur le fond bleu de mer. Puis il a disparu dans le déferlement infernal de la vague qui s'écrase. Un enfant meurt chaque fois que sur le sable vient mourir une vague. Et l'océan qui s'en fout continue de rouler et de rouler les flots. Un soir, le temps d'un battement d'ailes, j'ai vu, à cheval sur une étoile filante, un enfant qui riait, puis il a disparu dans le scintillement de l'explosion de l'astre. Un enfant meurt chaque fois que s'éteint une étoile. Et le monde, qui s'en fout, continue sa ronde folle, avec ou sans étoiles. J'ai rêvé une nuit que la terre explosait, sous la pression du doigt d'un homme. Et dans la nuée du champignon de mort, l'enfant mort de la vague, l'enfant mort des étoiles, et tous les enfants morts de la connerie des hommes, renaissaient, riant à qui mieux de la folie des hommes.
Les informations, Odile Martin, bonsoir. Bonsoir, la France battue par la Chine. Il s'agit de football, bien sûr. Une modeste équipe chinoise qui s'est imposée 1-0 lors du dernier match de préparation